Pendant la première vague, l'idée est venue à quelques personnes qu'il fallait se demander comment on allait en sortir. Pas seulement de la première vague, mais de ce que nous avons appelé le tumulte du coronavirus et le tumulte qui allait régner après le coronavirus, le tumulte post-corona. De là est sorti un livre qui s'appelle Tumulte post-corona, les crises, comment s'en sortir. Et une même idée est venue un peu plus tard à un autre groupe de se dire qu'il fallait, de manière peut-être encore plus volontariste, déposer des revendications pour la sortie de crise. Et ça vient de paraître à l'aube de ce qu'on nous annonce comme une troisième vague. C'est un manifeste, le manifeste 2000, que je vous présente aussi, tous deux étant disponibles aux éditions d'en bas. Ces 2 semaines, il y a déjà presque une semaine de débat, ces 2 semaines sont consacrées par des thèmes communs aux 2 ouvrages, à des discussions en groupe, en petits groupes. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'économie sous le thème peut-être un peu plus précis, quel changement dans l'économie d'après la pandémie doit-on souhaiter et surtout lesquels peut-on espérer ou craindre. J'ai le plaisir de présenter nos débatteurs et débattrices. D'abord Yves Tiagui, c'est à peine si on doit la présenter, ancienne syndic de Lausanne, ancienne conseillère nationale pour ne relever que l'essentiel, qui a aussi siégé au comité de banque de la Banque nationale. Et puis Yvan Lucarini, qu'on connaît je crois aussi très bien, qui est probablement le seul municipal qui va rester en place à la municipalité de Vevey à l'issue du second tour dans 8 jours, et qui est un membre du mouvement Décroissance Alternative. Nous attendons encore Pierre-Yves Maillard, qui a un petit peu de retard, et que je présenterai au moment où il arrivera, si tant est que ce soit nécessaire. Alors, nous allons prendre... Ah pardon, on me fait signe que j'ai parlé de Manifeste 2000. Je date, hein, c'est normal, maintenant l'âge de la retraite. Non, c'est Manifeste 2020. Il faut mentionner. 2020, bien entendu. Alors, on va commencer avec Yvan Lucarini sur la question des modes du mode de vie et de la consommation. Ma première question, c'est que va-t-on conserver d'un an et plus, bien plus désormais, je crois que c'est programmé, de restrictions? Est-ce qu'on va vers une alimentation saine, des déplacements limités, ou, ce qui n'est pas exclusif, vers une culture appauvrie, uniquement à distance, et d'autres conséquences de ce genre de notre mode de vie et notre consommation? Yvan. Oui, alors moi je ne suis pas sûr qu'à ce stade on souhaite vraiment conserver des choses qui se passent maintenant, parce que même si ça pourrait être comme ça un peu séduisant, hein, on peut se dire ah ben voilà, il y a une diminution, un ralentissement, c'est la décroissance, etc. Ben c'est plutôt quelque chose qui est fait, dont on est forcé, et puis qui n'est pas organisé, il n'y a pas vraiment un changement de société. Je ne suis pas sûr que les gens mangent plus sain. Certains, c'est vrai, ont trouvé l'amour de faire le pain pendant le premier confinement, ou de recuisiner comme ça, mais je pense que c'est un peu... Et d'aller acheter à la ferme. Ben alors peut-être, mais il y a aussi tous ces livreurs à vélo qui viennent livrer des repas déjà préparés ou de fast-food. Voilà, la consommation, quand les magasins étaient fermés, c'est la Poste qui a fait office de livreur de toutes ces mêmes marchandises qu'on trouve dans les grandes surfaces ou etc., avec des amoncellements de cartons. D'ailleurs, ils ont annoncé des chiffres. On n'a jamais distribué autant de colis. Voilà, pour la plupart, ces produits sont fabriqués dans les usines du monde, en Chine, donc c'est pas vraiment, en tout cas moi, l'idée que je me fais de la consommation du futur, et je pense même pas que cette consommation, elle a diminué, hein, elle s'est réorientée pour le plus grand bonheur des grands groupes, hein, qui étaient déjà organisés en vente sur Internet, ou les grandes surfaces qui finalement ont pu mieux s'organiser face aux restrictions. La mobilité, alors oui, il y a eu moins de mobilité, en tout cas pendant la première vague, c'était très marqué, mais d'un autre côté, à quel prix, hein? Les gens travaillent à la maison,
Alors on vante souvent les mérites du télétravail, mais finalement tout le monde n'a pas le loisir d'avoir suffisamment d'espace à la maison pour s'organiser. En plus du travail à la maison, on a les autres tâches qui sont toujours là. Pendant les 2 premiers mois, on avait les enfants à la maison aussi, pour ceux qui ont des familles. Parfois les couples étaient ensemble, les deux à travailler à la maison. On imagine que ça crée toutes sortes de tensions. Donc cette diminution de la mobilité qui de mon point de vue est souhaitable, elle doit être organisée vers une société où on se dirige plus vers le local, avec une autre organisation. Donc comme ça, sur le principe c'est souhaitable, mais comme ça s'organise, c'est plutôt créateur d'inégalités, encore plus qu'auparavant. Et puis cette contrainte, elle crée évidemment énormément de frustration. C'est ça qui se différencie d'un projet politique qui serait réfléchi, qui serait discuté collectivement, puis qui pourrait s'installer. Alors moi c'est plutôt dans le sens de la décroissance, qui n'est pas seulement une théorie économique, mais plutôt un autre mode de vivre ensemble. Et puis là, ça s'impose, donc je pense qu'il ne faut pas du tout utiliser le même mot, et puis il ne faut pas s'en réjouir. On peut même imaginer qu'on voit aujourd'hui, il y a un rebondissement de l'industrie du luxe, parce que les gens accumulent de l'argent pour ceux qui ont leur salaire qui a été maintenu, donc qui sont un peu aussi, qui font partie des privilégiés, du coup ils ne peuvent pas se payer les voyages habituels ou les loisirs habituels, donc c'est presque comme si c'est un peu la peur du vide d'accumuler de l'argent, c'est un peu contradictoire comme ça, et du coup il y a un rebondissement, du coup on achète des produits de luxe qu'on peut commander par internet. Alors ça nous amène à la question miroir. Est-ce que justement ces frustrations sont manifestes, tandis que entre mai dernier et février de cette année, on a passé de 3 à 18% de gens qui se sentent très affectés psychologiquement, psychiquement par la crise, par les mesures peut-être prises contre la crise aussi. Est-ce que ça va, question miroir, provoquer une compensation et sous la forme d'une reprise encore plus frénétique, si j'ose dire, d'habitudes anciennes? Comment vous ressentez ça? Alors je pense, peut-être un peu plus positivement, je pense que les gens ont envie de se revoir, de faire la fête, de partager des moments. Ça c'est pas forcément contradictoire avec un modèle de société plus doux, et puis au contraire d'ailleurs. Mais par contre, c'est accompagné aujourd'hui de nuisances. J'ai l'impression que les gens ou la population est devenue beaucoup plus sensible aux nuisances. C'est peut-être l'effet de 2 mois où tout s'est vraiment ralenti, où on a découvert un peu le silence en ville, le bruit des oiseaux et ce genre de choses qu'on connaissait plus ou qu'on connaissait moins. Il y avait aussi beaucoup moins de circulation évidemment dans les villes d'importance. Et puis, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une sensibilité au fait que dès qu'il y a quelques personnes qui font la fête dehors, on appelle la police, c'est scandaleux, on redit que ça. Donc, pour ce côté-là, c'est bien, mais moi j'ai très peur que vu les délais, qui est de nouveau, on replonge encore plus dans cette dépendance à la consommation, ça veut dire à titre de compensation. Dans une société où les gens sont de plus en plus isolés, où on prône l'individualité, et puis on existe finalement parce qu'on gagne, et parce qu'on achète et ce qu'on possède, on peut imaginer que quand ce sera possible, il y aura un regain de consommation, d'autant plus qu'on nous dit très souvent qu'il faut relancer. Il faut relancer l'économie, sans mettre en question cette économie mortifère et qui a montré qu'au moindre problème dans le système, il y a absolument tout qui s'écroule. Tout le monde fait appel à l'État, c'est l'État-providence, même les plus libéraux. Voilà, mais il faudrait relancer cette machine, et donc on espère résoudre le problème avec exactement ce qu'il a engendré en fait. Mais par exemple, vous êtes aussi député au Grand Conseil actuellement. Est-ce qu'il y a dans les cercles politiques des propositions qui donnent l'impression d'un rebondissement un peu différent, une réflexion sur le fait que tout cet argent qu'on doit mettre pour faire repartir la machine de manière un peu keynésienne, ça pourrait peut-être se faire de façon un peu plus intelligente que par le passé? Non, j'ai l'impression que la grande majorité
du Parlement, en tout cas du Parlement cantonal, mais je pense que c'est ailleurs, veut créer des conditions aujourd'hui pour pouvoir repartir comme avant. Et dans la petite minorité. Pardon? Dans la grande majorité. Voilà, nous on dit plutôt qu'on ne veut pas de retour à la normale. Hein. Mais vous proposez des choses concrètes pour réorienter le paquebot? Alors, au niveau cantonal, c'est quand même assez difficile. Moi, dans le groupe où je suis, on est 5 sur 150 députés. On se sent un peu essolé. Vous le savez aussi, des fois, on n'est même pas d'accord entre nous. Donc, c'est vrai que ça... Moi, je suis un grand partisan de la théorie de la naturalisation des idées. Hein. L'AVS, elle a été lancée par les grévistes de 1918, elle a été réalisée par les radicaux en 1947, et aujourd'hui c'est une vache sacrée même pour l'UDC. Bon, c'est l'exemple le plus frappant, mais des fois il faut avoir le courage de faire émerger une idée, et puis après d'autres se l'approprient et la réalisent. Alors ça, je suis d'accord, on n'est pas... Moi, je suis, en tout cas dans mon activité politique institutionnelle, notamment au Grand Conseil, je ne suis pas coincé dans une stratégie de résultat. Parce que si j'ai envie d'un résultat, je dois immédiatement rentrer dans un moule où finalement j'estime que ce n'est pas vraiment mon rôle. Mais un rôle, je trouve qu'on a important, c'est de faire le relais avec les mouvements sociaux. Parce que moi je ne crois pas au changement par l'institution uniquement, c'est pas de là que ça va venir. Cette institution, elle est aussi, le capitalisme l'a bien intégrée et digérée. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ces mouvements sociaux, que ce soit pour les mouvements féministes, les mouvements pour le climat, etc., qui vont permettre de faire émerger quelque chose. Et nous, on peut se faire aussi le relais au sein des institutions, avec, c'est vrai, cet accès. Bonjour Pierre-Yves. Bienvenue Pierre-Yves Maillard. Ça va? Ça va bien. Filmé déjà? On est en route. On est en route. Je suis vraiment confus. Mais c'est pas grave. J'étais tout étonné que ce soit en présentiel quand... Ça se fait de moins en moins. Ouais, c'était une partie de la question que je venais de poser à Yvan Lucarigny. Et Yves Tiagui, quelle idée vous faites-vous de ce rebondissement? Est-ce que vous voyez les choses un peu de la même manière qu'Yvan Lucarigny, ou bien vous apporteriez des nuances, voire des différences? C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est frappant, c'est que je crois effectivement, malheureusement, plus au retour en arrière ou au retour copié que ceux qui s'occupent de l'avenir de la consommation au sens de la production, la consommation, c'est-à-dire les structures, le système d'approvisionnement, les chaînes de production, de transformation, d'acheminement et finalement de distribution. Et en avril 2020, c'est-à-dire quand même juste... en fait, ça faisait exactement 5 semaines après le lockdown en Suisse. Il y avait un grand congrès, partiellement présentiel d'ailleurs, dans l'un des instituts les plus branchés de la recherche en matière de distribution et de consommation, qui n'est rien d'autre que l'Institut Gottlieb Ludweiler, près de Zurich. Et là, ils parlaient du prochain comportement standard, enfin normal ou normalisé, après le Covid-19. Donc ça, c'était en avril. Alors c'est totalement, je dirais, futuriste, mais c'est leur méthode. Et ils avaient sur ce sujet une belle brochette de spécialistes. J'ai sur le moment même, parce qu'on pouvait tout de suite accéder, j'ai lu ces prévisions, puis je les ai relues en pensant à aujourd'hui. Et on est encore loin de ce qu'ils avaient prévu, donc, mais dans le sens rationalisation, distribution super organisée et place accrue à la proximité. Donc d'une part, le maintien qu'ils pressentent fragiliser des grandes chaînes de distribution par-dessus les mers, les océans, enfin bref, les mouvements de globalisation des marchés. Là, ils voient gris, ils ne voient pas du tout un avenir assuré dans ce domaine. Et parenthèse, par exemple, les aménagements des ports européens qui ont les uns après les autres urgé. Celui est un projet d'une 50aine d'années en arrière qui est en train d'être réalisé et qui va être inauguré dans les semaines à venir. C'est le nouveau port de Hambourg,
qui remonte jusqu'au train, au terminus du train qui descendent, ou qui remontent le Rhin, si je puis dire, et qui font la connexion avec Gênes, à travers la Suisse. Eh bien, ce port est une des installations qui permettra en partie à la globalisation de se maintenir. Mais celui du Havre est totalement dépassé, et une série de ports européens sont ainsi dans des états qui sont totalement des impossibilités pour le système de globalisation, des impossibilités physiques, avec lesquelles les prévisionnistes comptent. Donc, le résultat de rapprochement entre la zone de production et la zone de consommation est une idée désormais admise comme une nécessité, pas pour des raisons idéologiques. Je veux dire, c'est pas l'attaque qui est venue à bout de l'OMC, c'est Trump. Hein? Donc on a quand même des choses qui se passent pas tout à fait de la manière qu'on prévoyait, ou qu'on pouvait imaginer, disons. Et maintenant, les limites d'un système, un porte-container, il y a encore une douzaine d'années, c'était de l'ordre de 9000 containers normalisés mondial. Maintenant, en dessous de 30 000, on ne se déplace plus. Donc quelques-uns ont des marchandises qui ne sont pas particulièrement sur le marché ouvert. Et c'est peut-être l'occasion de dire que le mode de propulsion de ces bateaux est particulièrement délétère. Oui, et puis pour un qui verse, hein, je veux dire, ça fait pas mal de déchets sous-marins. Hein. Mais c'est vrai que le rapprochement se fera pour des raisons de limite de la capacité de... Et aussi peut-être quand même de changement des mentalités. Quand on voit le très très petit score d'un accord commercial devant le peuple, tout récemment, avec l'Indonésie, et les inquiétudes que les promoteurs de celui avec le Mercosur nourrissent à l'égard d'une éventuelle votation, on peut se dire qu'il y a peut-être quand même aussi un changement dans les mentalités. Ah, ça c'est certain que c'est bien accueilli. C'est totalement, je dirais, l'intégration verticale ascendante est un phénomène de longue haleine qui s'est accéléré d'une manière tout à fait spectaculaire depuis une année, mais spectaculaire pour ceux qui en quelque sorte sont dans la salle de spectacle, c'est-à-dire quelque part dans la branche. Mais en même temps, il y a effectivement le repli et la confiance sur les médias. Mais si vous allez dans une grande surface, celles qui sont restées ouvertes pendant les FENACO, Migros, Coop, les trois principales qui sont restées ouvertes pendant le contagion, si vous voyez les approvisionnements, je veux dire, le raisin vient d'Afrique du Sud, après comme avant. Ah oui, hélas, en effet. Une question alors hors de la consommation, l'investissement. Est-ce que durablement ce mouvement extraordinairement keynésien, le plus spectaculaire avant celui de Biden, ça a été celui de Trump, c'est quand même un paradoxe, un républicain keynésien, on a tous, je crois, levé le sourcil. Est-ce que ça va, est-ce que c'est appelé à perdurer, ou bien est-ce qu'on va reprendre de bonnes vieilles habitudes et dire que, alors que dans le cadre du climat, on aurait besoin que ces investissements de reprise soient orientés vers une politique climatique, mais est-ce qu'on va se replier, est-ce qu'on va recommencer les politiques d'austérité, nous dire qu'il faut rembourser la dette et ce genre de choses, ou bien est-ce qu'on va, j'ai tendance à dire, rester raisonnable, mais ma position n'est pas neutre. Alors bon, il faut voir un peu, il y a deux aspects dans votre question. Bon, comment est-ce que les gens sont comportés comme consommateurs pendant le blocage? Alors, il y a un indicateur assez fidèle qui est un des comptes du large passif du compte de la Banque nationale, pour la Suisse surtout. Et ce compte s'appelle compte de virement des banques en Suisse.
appellation mystérieuse qui est simplement, qui désigne concrètement le parking des argents à vue, c'est-à-dire de l'épargne à vue des clients des banques, parce que ça vaut pas la peine de l'investir, mais enfin disons, on ne veut pas le garder dans le compte, donc il est en quelque sorte parqué à la Banque nationale. Et là, ce compte, il bouge, évidemment on est dans les millions, hein, donc en fait, les milliards, mais là, il bouge comme ça, de l'ordre de 20, 30 millions par mois. Bon. Et tout d'un coup, explosion l'année dernière, en mars, et surtout en avril, on a passé en deux mois de 500 milliards à 800. C'était à 580, puis à 800, puis à 900. Et maintenant, ça s'est calmé en septembre à peu près. Là, c'est le déclin. Et maintenant, on est aux alentours de 638, 637, 38. Oui, mais on était déjà dans une phase avant la crise sanitaire où il y avait trop d'argent disponible. Non, mais ça, c'est de fait de l'épargne des consommateurs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que déjà avant la crise, on était dans une période haute pour ces chiffres, parce qu'on savait que les banques n'arrivaient pas à placer leur argent, d'où des taux d'intérêt extrêmement bas, négatifs. Et puis, au fond, la crise ne fait que augmenter, amplifier encore ce mouvement. Oui, qui a régressé depuis lors. Mais un peu. Un peu. Mais non, parvenu au point de départ. On n'est pas redescendu là où on était. Hein, je veux dire, où on était déjà haut. On était déjà haut. Mais enfin, disons, on est quand même 100 milliards plus loin. Mais enfin, c'est intéressant. Et là, on voit qu'il y a eu une retenue qui s'est maintenue en été par absence de vacances et de voyage, qu'on retrouve d'ailleurs dans le manque à gagner des compagnies aériennes, hein, nota bene. On pourrait établir d'ailleurs des choses assez intéressantes entre les comptes de Lufthansa et Suisse et ça. Donc il y a eu une sorte de privation, presque un peu d'absence comme ça. Et à part le Black Friday de décembre, il n'y a plus disons, de manifestation de frénésie d'achat. Et il y a des phénomènes très intéressants. Ikea a abandonné son catalogue. Ça, hein, aussi sous l'effet de la numérisation. En ligne, mais le fameux catalogue Ikea qui était à côté du boîtier de téléphone, quoi. Enfin, les deux choses ont disparu. Mais la numérisation, il y a aussi pour quelque chose. Et ça, et l'année dernière a été vendu le premier qui avait été agrandi dans l'intervalle et qui était vraiment le shopping center modèle en Suisse, Spreitenbach, a été revendu. C'est 72. 2020, ça aurait été l'ère suisse de Spreitenbach. Mais il a été revendu, oui, mais sans être démantelé, je veux dire. Oui, mais son prestige, les principales grandes surfaces, enfin les surfaces d'attrait, qui ne sont pas forcément les plus grandes, effectivement, il y a une partie de luxe, mais sont en partance, je veux dire, c'est plus du tout, les rues se sont élargies. Oui, mais c'est peut-être pas moins de consommation, n'est-ce pas? C'est peut-être aussi une consommation, comme l'évoquait Yvon Lucarani tout à l'heure, à distance, par livraison, après le tour d'œil. Oui. Alors la consommation en ligne, c'est intéressant, elle a fortement progressé à Migros, au détriment de la consommation stationnaire. Oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Coop, qui augmente chaque année dans une proportion plus forte que Migros son chiffre d'affaires, réalise un tiers de ce chiffre d'affaires à l'étranger. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que Coop Suisse, ça s'appelle comme ça, est le principal restaurateur collectif de Moscou. Cantine scolaire et cantine d'entreprise. D'accord. Et si je reviens alors là, je vais peut-être demander son avis à Pierre-Yves Maillard, qui a eu le temps d'intégrer notre débat. Je ne l'ai pas présenté parce qu'il n'était pas encore là, mais c'est à peine nécessaire. Ancien conseiller d'État, actuellement conseiller national et président de l'USS, l'Union syndicale suisse. Alors, Pierre-Yves Maillard, quelle est votre vision sur cette
question de consommation et d'investissement. Est-ce qu'on va vers des investissements qui pourraient être amenés à réorienter notre mode de vie, notre consommation et comme je le disais avant, est-ce que ce sera toujours une politique extrêmement keynésienne ou bien est-ce qu'on risque de retomber dans l'austérité comme vous êtes actuellement au Champ fédéral, vous êtes assez là pour sentir l'ambiance. Alors vraiment c'est très difficile de dire. Bon, il y a quand même un choc psychologique avec ce déferlement de dizaines de milliards. On discutait dans un petit cercle de la future réforme de l'AVS et une voix particulièrement, disons, autorisée, comme on dit, enfin en tout cas quelqu'un qui est bien dans le dossier, me disait que ça va être très difficile pour la droite de faire admettre qu'on n'a vraiment pas 300, 500, 800 millions pour améliorer les rentes AVS quand on aura mis en 2 ans 50 milliards pour au fond, sauver notre économie. Et donc ce choc psychologique, ce déferlement de dizaines de milliards, disons, c'est pas une condition très favorable pour revenir rapidement à des logiques d'austérité. Même si évidemment, on sait bien que ces déficits, on sait bien comment réagissent les collectivités publiques et les ministres des Finances. Dès le budget 2022, ils vont commencer à dire il faut serrer, hein, les programmes d'austérité vont commencer, mais ce sera politiquement difficile à faire, parce que là, les gens sont très étonnés, ils ont entendu tellement longtemps, il n'y a pas d'argent, qu'ils sont quand même très étonnés de voir qu'il y en avait finalement autant que ça. Donc je pense que ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que à l'occasion de cette crise, les grands blocs économiques font des choix stratégiques. L'Europe, c'est le changement climatique et la digitalisation, hein, c'est les deux voies. Et la digitalisation, disons, c'est manifestement une occasion pour les grands ensembles économiques, pour les superpuissances, d'enclencher une réforme du système capitaliste à marche forcée, c'est-à-dire vraiment en profitant de cette histoire pour faire basculer toute une série de services, et ça va pas forcément être que pour le mieux, hein, les économies de plateforme, la dématérialisation, et je lisais un papier d'un blog écolo assez radical, comme ça, qui disait à la fin, résumons, ceux qui gagnent, c'est les GAFA, qui sont en train d'aspirer encore plus de notre temps de cerveau disponible et de notre temps de vie. Et puis ceux qui perdent, c'est toute l'économie sociale, enfin l'économie de socialisation, la gastronomie, les loisirs physiques, la vie hors de leur emprise. Il y a quand même un match là depuis que l'ancien PDG de TF1 avait vendu la mèche en disant tout ce qu'on fait nous c'est de vendre du temps de cerveau disponible. On a compris maintenant que plus on passe de temps sur ces trucs, plus on produit des profits. C'est d'ailleurs un peu fou de se dire que le fait qu'on regarde des trucs sur des écrans enrichit des gens, mais enfin il y a un enjeu autour de notre captation, de notre attention et de notre temps disponible, et on est en train avec cette crise d'en confier toujours plus. Donc là, ce sera pour identifier les quelques points de lutte, de combat, ça va être un des points, mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'argent pour préparer. Et c'est pour moi un des points les plus centraux dans cette crise. J'ai essayé de très vite, avec d'autres, dire qu'il faut que les écoles, le plus possible, restent ouvertes. Parce que je suis horrifié à l'idée qu'on éduque nos enfants désormais par écran interposé. Voilà, qu'on utilise des outils modernes, pourquoi pas, mais la réalité, on l'a vu. Là, peut-être que le confinement a eu un effet peut-être inattendu pour ceux qui poussaient vers cette voie-là, c'est qu'en fait, ça a fait prendre conscience aux gens que l'école, c'est un enseignant avec des élèves qui se voient en vrai, et qui se parlent et qui interagissent en vrai. Une classe virtuelle, c'est pas une classe. Et que ça marche pas comme ça. Alors, c'est pas dit que le mouvement va s'arrêter, mais en tout cas, ça a été une prise de conscience. Je disais à mes enfants, vous serez peut-être la première génération d'élèves qui va savoir ce que c'est que le bonheur d'aller à l'école. Et qui va dire, mais on est quand même très heureux quand ça reprend, quoi. Et je crois que les réjouissances étaient au moins aussi fortes quand ça a recommencé que quand ça s'est arrêté, ce qui est quand même plutôt bon signe. Donc ça, c'est un des gros enjeux. C'est parmi les lignes où il faudra que les forces progressistes, sociales,
se battre. Je pense que là, il y a un truc un peu bizarre, parce que c'est des économies. Par exemple, la gastronomie, les restaurateurs n'étaient pas a priori des gens qui avaient une orientation à gauche. Et puis nous, on ne se sentait pas forcément les défenseurs de ces indépendants. Et puis les syndicats en Suisse ont été les premiers à dire, dès le confinement, il faut une assurance perte de gain pour les indépendants. Il n'y a rien de prévu pour les... ils n'ont pas droit à l'assurance chômage, ou très peu, ou alors ça m'amène à une question incidente que je voulais poser plus tard, mais puisque vous venez dessus maintenant, est-ce que ce n'est pas un élément intéressant politico-économique de voir que les milieux traditionnellement quand même assez alignés des grandes entreprises, disons l'Union patronale suisse, et puis les milieux très conservateurs, voire actionnaires de l'USAM, l'Union suisse des arts et métiers, mais qui représentent les entreprises, ou bien Gastro Suisse, Gastrovo et ces gens-là, tout d'un coup ne se retrouvent pas plus du tout sur la même ligne, et que, comme vous venez de le dire, c'est plutôt des milieux de gauche qui ont pris la défense des PME, voire des micro-entreprises très durement touchées pendant la crise. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une alliance de circonstances qui sera un feu de paille et puis que les vieilles habitudes reprendront, ou bien est-ce qu'il y a une possibilité de réflexion sur une recomposition? Il y a manifestement eu là une prise de conscience d'abord syndicale, puis ensuite des partis de gauche, qu'il fallait remplacer ces revenus, que les gens qui étaient arrêtés de travailler ne pouvaient pas à eux seuls, au fond, payer le prix de cette crise, parce que c'est ça qui se passait. On les fermait au nom de la santé publique, mais c'était eux qui payaient. Les autres, comme tu l'as dit, Yvette, épargnaient, puis eux, ils voyaient leur épargne complètement aspirée dans cette affaire. Et donc, on a été de ceux qui ont dit, on ne peut pas rester comme ça, il faut dédommager. On n'est plus dans une logique d'aide sociale ou de cas de rigueur, on doit être dans une logique d'indemnisation. Parce qu'au fond, leur fermeture est faite au nom de la santé collective. Donc ça a été, je crois, un message très fort. Mais maintenant, il va falloir quand même qu'ils retrouvent du travail, qu'ils retrouvent de l'activité. Alors il faudra quand même faire un peu attention de ne pas les faire disparaître par excès de prudence. À un moment donné, il faudra quand même prendre le pari de dire on rouvre, même si les risques ne seront jamais complètement supprimés. Il faut le faire avec prudence, évidemment. Mais une fois qu'on rouvrira, il y aura une bataille, et là, il faudra qu'on soit aussi présent avec la jeunesse, avec les milieux qui ont besoin de culture, qui ont besoin de socialisation, en vrai, de se voir. Il faudra une bataille pour un plan de relance dans ce secteur-là. Et moi, quand je dis l'Europe prépare la digitalisation, prépare peut-être un virage industriel, écologique, peut-être, mais je pense qu'il faudrait presque autant mettre de moyens ou d'intensité pour redonner à cette économie-là du contact, de la culture, de la gastronomie, des loisirs, des discothèques, pourquoi pas, du sport. Il faudra la relancer, cette économie. Il faudra de la confiance, il faudra que les gens aient confiance, il faudra qu'on leur donne... les communes ont fait un peu ça. Les communes ont été elles auront un rôle très important. En donnant des bons, par exemple, en distribuant, pour inciter vraiment les gens à retourner au restaurant. Ce sera peut-être aussi une occasion d'ouvrir ces activités à des gens qui n'y avaient pas accès. Je pense à la culture ou à la restauration, parce que les gens n'allaient jamais au restaurant, faute de moyens. Et là, il faudrait en profiter pour ouvrir ça. Je veux juste encore dire une anecdote. Pendant le premier confinement, j'étais en train quand les restaurants ont rouvert, tout à coup, j'ai entendu du bruit dans la Chavannes. J'étais dans un restaurant au pied des grandes tours de Chavannes. Et puis j'ai entendu du bruit, des pétards, des bruits, des rires, Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu je crois que c'était Kléber Mello qui faisait une prestation théâtrale au pied des tours de Chavannes. Et c'est vrai que ça se prête parfaitement, parce qu'il suffit que les gens viennent sur leur balcon, et vous avez très vite quelques dizaines, voire quelques centaines de spectateurs. Et ils sont sortis du théâtre pour aller vraiment faire un spectacle en plein air, au pied des tours, et ça, je trouve génial. Et je pense que des initiatives de ce type, il va falloir les multiplier. Alors, c'est peut-être l'occasion de demander à Bruno Carini, qui est un édile communal, si une reprise qui soit conçue, alors d'une part, en logique avec un plan climatique, et puis là, on voit bien que la numérisation, c'est les deux objectifs de l'Union européenne, c'est peut-être pas peut-être très compatible. On dit que rien que le minage de la blockchain
ça représente une consommation égale à celle d'un pays comme la Suisse. Donc là, il y a des contradictions. Donc est-ce qu'au niveau des communes, ça va être le lieu, est-ce que c'est pensable, c'est ça, le lieu de rendre compatible la reprise économique et l'environnement, mais aussi la reprise économique et cette vieille revendication, je suis vers alternatif traditionnellement, de dire que c'est impossible de penser l'écologie comme un simple environnementalisme, c'est-à-dire sans associer profondément la population à ça et lutter contre les inégalités. Parce qu'évidemment, si vous mettez des taxes aux gens, c'est pas les mêmes effets pour ceux qui ont beaucoup de sous, qui s'en foutent, ou quasi, et ceux qui en ont peu, pour qui c'est très dur. Est-ce que la commune, une commune comme Vevey, puisque commune de Vevey, ça peut être un lieu, par exemple, avec ses bons pour aller au restaurant, au théâtre, je sais pas où, qu'évoque Pierre-Yves Maillard. C'est un sens de politique. Alors moi, je pense que c'est effectivement le lieu pour faire ça. De plus que dans les communes, on a la connaissance de ce tissu économique, etc. Donc on n'arrive pas avec un arrosoir où il faut aider tout le monde. On peut cibler, comprendre, accompagner. Le problème que je vois là, c'est les politiques supérieures qui siphonnent les moyens des communes. Je veux dire, à Vevey, on a lancé un système de bons sur le modèle cantonal qui avait été fait avec l'entreprise Coca. Et puis ça a marché du tonnerre, à satisfaction. On y avait mis d'ailleurs, comme le canton, une charte incitative, pour que l'idée c'était un peu que les commerçants se questionnent sur des éléments liés à l'écologie, à la consommation plus locale, à la provenance des produits, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui a déjà montré énormément de résistance. Et alors peut réorienter, justement, quand même, jusqu'à un certain point. Mais la reprise économique, pour qu'elle ne soit pas complètement débile, au simple retour à la normalité. Ce qu'il faut trouver aujourd'hui, ne pas revenir à la normalité, mais elle, apostrophe A, normalité, le A privatif. Ce qu'il faut trouver aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on aide les milieux économiques, mais il y a une dimension sociale, comme le disait Pierre-Yves. On ne peut pas laisser les indépendants ou les gens qui travaillaient dans des compagnies d'avions, ou j'en sais rien, on ne peut pas les laisser à la rue. Enfin, ils sont de toute façon pas responsables eux-mêmes des politiques de ces entreprises. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va demander à l'économie en retour. Puisque maintenant, tout le monde a admis qu'il fallait effectivement sauver ce système, et puis maintenant, il y a deux voies. C'est recommencer comme avant, à en appeler à la croissance et à la relance économique comme seul modèle capitaliste qu'on connaît, ou alors de demander à l'économie de se transformer. Et puis aussi de reprendre en main. Parce que... Je suis d'accord, mais c'est un peu vague. Qu'est-ce qu'on va demander au niveau d'une commune? On donne des bons pour votre magasin, mais vous signez la convention collective. Ou bien c'est ça les conditions auxquelles vous songez, ou bien Non, ça peut se matérialiser dans plein de domaines. Ça peut être dans les questions des conditions de travail, dans la question des types de produits ou de services qu'on offre, etc. On ne peut pas vraiment l'imposer, on n'a pas la recette. Si vous donnez des bons, vous avez le droit de mettre des conditions. Oui, alors c'est exactement ce qui a été fait. Ces bons n'étaient pas valables dans les grandes surfaces. L'idée, c'était pas de... Parce qu'autrement, 90% de cet argent, il aurait été dépensé dans les grandes surfaces qu'on connaît tous. Ça, évidemment. Donc ça, on ne l'a pas fait. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a ça. Il faut aussi opposer. L'économie, c'est pas tout la même chose. Il y a une économie locale, de proximité, qui permet aussi qui doit être diverse, qui permet d'avoir un emploi proche de son domicile, pour aussi faire diminuer la quantité de mobilité, qu'elle soit en train, en vélo, etc. Je pense que ça augmente la qualité de vie de pouvoir travailler assez proche de son domicile. Il y a une zone dans laquelle on a besoin pour avoir des relations sociales, et puis le reste, c'est un petit peu du superflu, mais personne n'a envie de faire 2 heures de train par jour pour aller faire un travail dont il ne sait même pas le sens. Donc ça, on peut effectivement le dynamiser, mais aujourd'hui, il faut admettre qu'une partie de l'économie est l'ennemi d'une autre partie. C'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, sur la différence entre les grandes entreprises. Yves Ettiangui citait aussi la grande distribution, et on voit que là, vous avez mis un frein pour que ce ne soit pas le moins possible les grands profiteurs. Ça les empêchera, peut-être un tout petit frein. Mais... on a en tout cas donné un message. On a donné un message en tout cas.
Et ça m'amène à demander à Amy Tiagui, notamment en référence à ce que Michael Malquarty a écrit dans le livre Tumulte, où il traite de manière assez décoiffante de l'argent hélicoptère, comme on le dit, de manière un peu simplifiée. Donc, c'est ce qu'on disait au début sur les grandes distributions d'argent, déjà par Donald Trump, maintenant par Biden aux États-Unis, mais enfin chez nous aussi d'une certaine manière, et moins direct. Là, aux États-Unis, c'est carrément l'argent hélicoptère. On envoie un chèque de $1 500 ou je ne sais plus combien par famille, et en effet, c'est nécessaire, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à manger. Cantine scolaire fermée, à New York, il y a des femmes qui disaient je ne peux plus nourrir mes gosses parce que je comptais sur la cantine scolaire. L'école est fermée, la cantine ne marche plus. Donc effectivement, ça c'est le niveau basique de l'argent hélicoptère. Mais cette théorie qui est d'ailleurs, c'est d'ailleurs pas illogique que Trump l'ait appliquée, puisqu'elle vient d'un économiste plutôt ultralibéral, l'idée de Milton Friedman, il y a déjà pas mal de décennies. Mais cette idée, elle séduit aussi dans les milieux progressistes, parce que, évidemment, si on l'applique de manière intelligente, c'est-à-dire orientée, bah, on pourrait peut-être financer les programmes comme les bons locaux. Est-ce que cette idée a un avenir? Elle pourrait aussi financer d'ailleurs d'énormes projets dans la lutte contre le climat et de manière générale dans la politique environnementale. Est-ce que cette idée a un avenir ou est-ce qu'on peut penser que la résistance de notre Banque nationale, qui a l'air plus forte, plus frileuse là-dessus, plus résistante, plus rénitante, dirais-je, que d'autres banques centrales risquent de couper court à ça? Comment vous voyez ça, Je crois qu'il y a, pas seulement dans l'esprit des responsables de la Banque nationale, entre autres, mais il y a dans l'esprit, l'idée de cet argent hélicoptère, déjà l'image est quasi défavorable. Elle est défavorable parce que, aussi de la part, enfin, c'est de l'argent, au fond, qui tombe du ciel, c'est le cas de le dire, hein, et sans contrepartie. Alors, tant mieux qu'il tombe, mais ce n'est pas un système durable. C'est pas un système durable parce qu'il faut... Les gens préfèrent largement travailler et être convenablement rémunérés pour ces prestations qu'un don comme ça, puis on ne sait jamais si ça va durer et tout ça. Enfin, c'est pas... c'est assez... J'allais dire, c'est assez anti-suisse. Je pense que cette idée a peu de chances de s'imposer, comme d'ailleurs la taxe minute, hein. La taxe Chesnay, c'est des idées qui sont novatrices. Le revenu sans compensation, enfin, tout ça, ce sont des idées qui, avec cette espèce de protestantisme du mérite, si je peux dire, hein, c'est pas trop là. Et puis, de toute façon, ça ne peut être qu'un système à la fois temporaire et partiel. Une prestation sociale, par définition, c'est un droit universel dans la catégorie pour laquelle il a été défini. C'est un peu le privilège, prenez ça mon cher. Hein, mais on n'aime pas trop ça. Si on se place mais sur le plan politique de relance, sur le plan de l'économie nationale, ça reste tout à fait supportable. Oui, c'est ça. Et dans une politique de relance, l'argent hélicoptère, c'est pas l'argent jeté dans Boeing. Il y a un hélicoptère, il peut aller poser à un endroit précis. Pour une autre image, c'est pas de la gießkanne, de l'arrosoir, comme disent avec beaucoup de défiance nos amis alémaniques qui détestent ça, la politique arrosoir. Non, maintenant il y a des drones qui dirigent tout ça. Voilà, et c'est encore mieux. C'est plutôt l'argent drone, c'est très joli, l'argent drone plutôt que l'argent hélicoptère. Et dans une politique de relance bien ciblée, dans une période très particulière, évidemment, ça a un certain sens. Ouais. Mais je vois bien qu'en effet, alors, si c'est plus général, c'est problématique, mais d'un autre côté, alors là, je renvoie là-bas à Pierre-Yves Paillard, parce que, comme président de l'Union syndicale en particulier, parce que est-ce qu'on ne va pas vers un monde où il y a peut-être, justement, très dématérialisé, moins de travail,
et où il faudra de plus en plus songer à créer d'autres canaux pour que les gens aient des moyens d'existence. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Peut-être le travail bénévole. Le travail bénévole en Suisse, si on le rémunérait à 20 ou 25 francs de l'heure, on avait fait une petite étude il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Elle se refait tous les 5 ans. Elle se refait, oui. Alors à l'époque, je l'avais vu, ça représentait, en le valorisant à 20 ou 25 francs de l'heure, c'est pas beaucoup, même à l'époque, ça aurait fait augmenter de 50% le produit intérieur brut. Alors peut-être, c'est peut-être une solution, parce qu'après cet argent, les gens l'ont, bon, jusqu'à un certain point, surtout si on le donne à des gens plutôt modestes, ils ne vont pas le thésauriser, ils vont le dépenser. Alors espérons-le intelligent. Est-ce que cette solution-là ou une autre, mais pour lutter contre un éventuel chômage endémique, c'est un sens. Ce qui est très fascinant, c'est de voir à quel point les partisans d'un modèle économique, disons, libre-échangiste, mondialisé, avec la concurrence comme moteur principal de tout, sont toujours confrontés à un problème, c'est que ces mécanismes compétitifs, concurrentiels, ont quand même un effet d'éroder petit à petit, puisqu'on met en concurrence les classes économiques. Hein. Si une classe économique a trop de droits sociaux, des salaires trop hauts, ben on va ailleurs, pour essayer de tirer vers le bas le tout. C'est ce qui s'est passé ces 30 dernières années, avec un effet quand même assez massif de paupérisation des classes moyennes dans les pays dits développés. C'était voulu, c'était impliqué, mais il y a un problème, c'est que si on paupérise comme ça des masses de consommateurs, ben après on a une crise de surproduction. Et régulièrement, ces crises de surproduction provoquent on a une accumulation de richesses au sommet, il y a des phénomènes spéculatifs, des effondrements, et donc ils essayent de dire, mais régulièrement, il faut trouver une idée pour quand même que les gens consomment. Alors on a inventé l'endettement, on a dit, bah, ils ne peuvent pas payer, bah, alors ils payeront plus tard, donc c'était les cartes de crédit, les leasing, les compagnies, les achats, les subprimes pour financer l'achat du logement, donc on a endetté massivement les ménages. Après, les ménages, la dette des ménages s'est effondrée, c'est les États qui ont dû reprendre, cette dette pour sauver les banques. Puis quand tout le monde est endetté jusqu'au cou, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, on dit, ben, hélicoptère, l'argent, on distribue l'argent. Mais à un moment donné, peut-être faudra quand même se dire, mais après tout, si les salaires augmentaient, si les prestations, la bonne vieille idée de dire qu'il faut réduire les inégalités, il faut redistribuer la richesse, c'est quand même le moyen le plus durable de soutenir la consommation. Et c'est effectivement beaucoup plus digne, parce que c'est un salaire qui correspond à un travail, ou c'est une prestation sociale qui correspond à un droit accumulé selon un débat démocratique, etc. Donc ça, c'est le problème, c'est la contradiction de ce système, et cette idée d'hélicoptère. Bon, à défaut d'autres, moi je ne suis pas contre, mais effectivement je pense que le plus sage ce serait de relancer les salaires. Maintenant, par rapport à ta question qui était quel sera l'emploi? Pour faire quoi? Lui donner des salaires, si le travail est dématérialisé, si les gains de productivité reprennent et qu'on peut produire avec toujours moins de main d'œuvre, bon, on a quand même déjà connu ça, hein, les gains de productivité, les révolutions industrielles ont jusqu'à présent pas fait disparaître le travail, au contraire le volume d'heures travaillées ne cesse de croître, donc on fait d'autres prestations. Maintenant il y a un enjeu à mon avis qui est absolument crucial et qui donne des réponses à beaucoup des défis qu'on a, y compris le défi environnemental, c'est la démographie. Et je suis frappé de voir comment on parle peu de ça. On oublie ça. Et la démographie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que dans 25 ans, on aura 2 fois plus de gens de 75 ans et plus dans notre société. Alors, mettons que les Covid successifs ne changent pas ces pronostics, mais disons en principe, on est parti pour ça, donc on aura une explosion là, dans 20, 25, 30 ans, des besoins de cette catégorie-là de la population. Et quand on dépasse 75 ans, même si on va vivre un peu plus en bonne santé, on aura des besoins de services à la personne qui vont vraiment augmenter. On peut estimer qu'en gros, rien qu'en Suisse, il y a une bonne centaine de milliers de places de travail qu'il faudra créer pour les services à la personne de cette catégorie-là de la population. Donc ça va remplacer bien des jobs qui vont disparaître. Le problème qu'on aura, c'est que ces besoins-là sont non solvables. Parce que quand les gens en ont besoin, les besoins sont tels qu'ils n'ont pas la capacité de payer de leur poche
ce qu'il consomme. Quelqu'un qui va dans un EMS, les 2 dernières années de sa vie, c'est 6 000 à 7 000 francs par mois. Il n'y a que 10-20% de la population qui peut les payer. Hein, donc qu'est-ce qu'on fait? On a besoin des financements socialisés. C'est-à-dire que c'est des financements solidaires, on va chercher chez ceux qui ont beaucoup, ou c'est des financements qu'on fait dans la durée. C'est-à-dire qu'on cotise à l'avance, parce qu'au moment où on va consommer, on n'aura pas les sous, donc on paye d'avance. C'est les assurances sociales. C'est ça les assurances sociales. On cotise d'avance, et puis on cotise de manière solidaire, et ce qui permet de concentrer ensuite des moyens pour servir les besoins de ceux qui ne peuvent pas payer de leur poche au moment où ils les consomment. Et ça, malheureusement, donc il y a donc plein d'emplois, il y aura des besoins, et après tout, c'est tout aussi bien de travailler à satisfaire ces besoins-là qu'à satisfaire les besoins d'avoir une télévision neuve tous les 18 mois, ou d'avoir une voiture neuve tous les... Après tout, ces besoins-là valent bien les besoins qu'on satisfait dans d'autres secteurs de l'économie. La seule différence, c'est qu'au lieu que le client paye de sa poche quand il consomme, le client doit payer un peu à l'avance et puis il doit compter un peu sur la solidarité des plus riches. Mais les prestations sont largement plus nécessaires que celles qu'on a dans l'économie dite marchande, normale. Donc si on solvabilise cette demande, si on rend les besoins de ces personnages solvables par des mécanismes de financement solidaire, par le développement des assurances sociales, alors évidemment, il ne faut pas avoir un dogme en disant « Ouh là là, la sociale, comme on dit en allemand, la quote-part sociale de l'économie est déjà trop haute, ne peut pas aller plus haut. » Il y a un dogme qui s'est établi. Mais si on casse ce dogme et qu'on admet que la part de nos financements socialisés, donc les cotisations, les impôts progressifs, etc., peut monter un peu, ce qui permet de rendre solvables ces besoins, alors on a du travail pour nos jeunes à foison. Et puis des jobs, si on les paye bien, si on fait des bonnes conditions de travail, si on fait des horaires mieux organisés, si on rend vraiment ces jobs intéressants, c'est des jobs qui ont du sens. Ça vaut tout aussi bien de s'occuper de nos anciens ou de nos enfants, parce qu'on a aussi un problème d'insuffisance de prise en charge des enfants, crèche-garderie. C'est des jobs qui ont du sens, qui motivent nos jeunes. Si on les finance, on n'aura pas de problème de manquer de travail. Mais il faut casser ce verrou. Parmi les financements, on peut aussi constater, si on reprend la réflexion de Fernand Braudel, qu'une fois de plus, une différence entre l'économie de marché idéalisée, le petit marché villageois, etc., où tout tourne bien, et puis l'économie capitaliste, il y a une différence entre ces deux modèles, et le second est une espèce, je l'interpréterais comme une dérive du premier, avec création, dès l'instant où ça prend une certaine ampleur, nationale ou a fortiori internationale, de monopole ou de duopole, etc. Et là, on est typiquement, me semble-t-il, dans une de ces phases où les GAFAM, avec la numérisation, sont là. Et on voit qu'il y a quand même maintenant les États, l'Australie, ça a été un peu dur, aux États-Unis, ça a l'air de fonctionner. On va dire maintenant, vous allez être taxés. Hein, et ça, c'est probablement quand même une source de redistribution qui risque de connaître un certain succès, pas seulement dans les milieux traditionnellement favorables aux taxes. Je pense que cette taxe, elle est plus facile à faire avaler que celle sur l'essence, pour prendre une qui va être discutée bientôt en Suisse. Et puis, parmi les milieux aussi qui auraient manifestement besoin d'être aidés, je pense qu'on pourrait quand même signaler aussi la culture, parce que structurellement, depuis toujours, les cultureux sont payés au lance-pierre. Ils assurent 20 milliards du produit intérieur brut sur ces 600 milliards en Suisse, donc 3,5%, et ils bénéficient d'un total, d'une masse salariale totale correspondant grosso modo à ces 20 milliards. C'est, je crois, 5 fois moins que les services financiers qui n'emploient pas plus de gens en ordre de grandeur. En tout cas, c'est quand même extrêmement choquant dans notre organisation. Et là aussi, je pense qu'il y a, comme dans le domaine de l'aide à la personne, un problème à résoudre qui est devenu criant maintenant avec la crise sanitaire. Au moins, ça nous a sauté au visage, alors que jusque-là, quand on voulait augmenter l'aide, notamment à la culture vivante, qui vit au cachet en plus, qui n'est même pas un revenu régulier, on nous dit oh, oui, bien sûr, c'est pas très juste, c'est très bien.
Et oui, les Français ont les intermittents du spectacle, ils ont des solutions. Mais je veux dire, c'est ridicule. J'espère, en tout cas personnellement, que ce secteur économique très particulier va pas sortir de la crise comme avant. Mais là, j'exprime évidemment une vision personnelle. Je voudrais maintenant revenir sur les forces qui peuvent nous permettre de sortir de la crise, faire une sortie haute, si je puis dire. Alors, je repasse la parole à Pierre-Yves Maillard, parce que dans le manifeste, il fait un plaidoyer, un appel vibrant à la jeunesse comme moteur. Alors la jeunesse, oui, certes, est-ce que c'est la seule force? Est-ce que vraiment on attend beaucoup d'elle? On a vu dans les grèves du climat qu'elle pouvait être puissante. Maintenant, à la ZAD du Mormon, on voit qu'il y en a qui se retroussent drôlement les manches et qui font pas mal phosphorer les gens sur le sujet de telle direction qu'ils ont choisi. Alors, comment vous voyez ça? D'ailleurs, en tant que syndicaliste, c'est fondamental d'essayer de voir comment on peut fédérer des forces. C'est pour moi un immense enjeu. D'abord, la première des choses, je pense qu'il faut lui dire à la jeunesse qu'elle a un avenir. Hein, parce que je suis très effrayé de voir ces dernières années qu'on lui disait, et qu'elle se disait elle-même, et qu'elle répétait, on n'a plus que quelques années pour sauver le monde. Hein, alors ça, je ne veux pas du tout relativiser la gravité de la crise climatique et écologique. Et on sait bien que c'est la jeunesse qui en est le plus consciente et qui est très très... Mais ça peut pas se traduire en une forme de désespoir, parce qu'alors là, vraiment, le désespoir n'est pas un moteur. Je veux dire, c'est l'espoir qui est un moteur, c'est l'espoir de changer. Et je l'ai raconté, j'ai dû un peu rassurer mon fils qui était dans qui est tout jeune adolescent, et qui était pris par cette espèce d'ambiance, rajoute encore là-dessus le Covid. J'ai dit, mais attends, nous quand on avait 15 ans, on croyait qu'il n'y aurait plus de forêt en Europe, on croyait que nos lacs, on ne pourrait plus se baigner dedans, qu'il n'y aurait plus de poissons, on croyait qu'il y aurait un conflit atomique dans 6 mois, et que la planète allait exploser parce que les deux grandes puissances de l'époque allaient se détruire mutuellement. Donc, et on croyait aussi, il y avait aussi le No Future, hein, c'était aussi le mouvement des années 70. Donc ça figure sur la couverture de tumulte. Voilà, et quand même le futur... Pas nos futurs, alors, futur. Voilà, il faut être lucide sur les risques, mais il faut quand même cultiver l'espoir. Bon, ça c'est la première des choses. Il y a des solutions, y compris à la crise environnementale. La deuxième chose, elle est de nouveau démographique. Cette jeunesse, on doit la choyer, mais comme la prunelle de nos yeux, parce qu'elle est numériquement vraiment historiquement très peu nombreuse par rapport à toutes les générations qui auront besoin de sa force de travail, de son innovation, de son dynamisme. On a à peu près la moitié des pays de la planète aujourd'hui qui se dépeuplent. On croit que on a toujours tendance dans toutes les courbes de croire qu'elle monte toujours jusqu'au ciel, et parce que l'humanité a augmenté ces 30-50 dernières années, ou ce dernier siècle, on croit que ça va continuer comme ça, mais c'est pas vrai. Il y a toute une série la Chine est en train de se dépeupler, l'Allemagne se dépeuple, des grands ensembles sont en train de voir leur natalité baisser, au point que probablement les scénarios qu'on croyait sûrs, dans 50 ou dans 100 ans, on est en train de les revoir à la baisse. Et donc on aura besoin de cette génération-là, de sa vitalité, pour quand même permettre à nos sociétés d'être encore vivables. Donc on peut pas en perdre un seul. On ne peut pas se permettre d'avoir un seul jeune qui ne soit pas formé et qui n'ait pas un travail, qui n'ait pas une activité. Le chômage des jeunes qu'on a laissé faire dans les économies occidentales est un scandale absolu et un gâchis monumental. Quand vous avez 25% d'une classe d'âge dans certains pays qui est au chômage, mais c'est une folie. Et c'est pour ça que dans ce papier, j'ai dit il y a 2 droits qu'on doit absolument créer, et c'est juste une question de survie pour nous, pour nos générations. C'est un droit à la formation professionnelle, puis un droit au premier job. Si les sociétés occidentales, ou toutes les sociétés ne comprennent pas ça, c'est qu'elles sont débiles. On doit absolument faire ça et donner à ces jeunes la chance de pouvoir se réaliser, etc. Donc moi je suis... Et puis la dernière chose, dans ce Covid, on doit faire attention. Je trouve qu'on leur a parlé mal, souvent. Sans les médias, les pouvoirs les autorités, on dit, moi je cite
je me permets, hein, puisque je commence à avoir un peu d'âge et d'expérience, je me permets d'oser dire que je n'ai pas été si choqué que ça quand ils ont fait un match de foot 2 jours avant que ce soit à nouveau autorisé. Ça montrait, je sais que ça a choqué beaucoup de monde, mais c'était aussi le signe que cette jeunesse, elle ne peut pas se laisser comme ça enfermer chez elle, désocialiser, sans qu'il y ait quand même encore un peu de sève. Et ça a été fait avec une certaine jovialité qui moi, m'a fait du bien de revoir ça. Et donc, dans cette histoire-là, on doit penser à ne pas leur dire « vous êtes des irresponsables », parce qu'ils sont d'une responsabilité incroyable dans cette crise. Ils mettent le masque toute la journée. Ils illustrent la formule de Dürrenmatt qui dit que la Suisse est une prison dont nous sommes tous les geôliers et les prisonniers. Sans aller jusque-là. En tout cas, ils ont été extrêmement solidaires, parce que les risques, c'est quand même pas eux qui les supportent, même si on raconte qu'il y a des risques pour tout le monde, mais quand même, on sait bien que... Et cette jeunesse, elle a accepté, ça fait une année que... Et une année de vie à 20 ans, une année de vie à 18 ans, c'est pas la même durée qu'une année de vie à 50 ans. Donc c'est long pour eux. Et tout ça, ils l'ont accepté, donc il faut quand il y a des mouvements, quand il y a un peu et notamment dans les quartiers populaires, parce qu'évidemment, c'est toujours comme ça, on stigmatise beaucoup plus le match de foot que la promenade en vélo pour sauver la planète. Et c'est pas les mêmes milieux qui font les mouvements. Donc là, on doit aussi être compréhensif. Je vois aussi dans les grands pays comme la France, ces jeunes des banlieues, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur eux, qu'est-ce qu'on les accable pas de tous les maux. Bien sûr que s'ils ont ni job, ni formation, ni vie sociale, comment voulez-vous que ça n'explose pas? Eh bien, il faut investir. Il faut investir vraiment massivement pour que chaque jeune en Europe et dans le monde ait un job. Et je suis horrifié de voir qu'on a fermé ces écoles, que 160 millions d'enfants dans le monde aujourd'hui ne vont plus à l'école depuis plus d'1 an. Tous les progrès dans la scolarisation des filles, notamment dans un certain nombre de pays du Sud, où c'était un combat de mettre les filles à l'école, on est en train de perdre 20 ou 30 ans de progrès. Qui est d'ailleurs la clé de la maîtrise démographique, la formation des filles donc, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc c'est ça, pour moi vraiment, j'ai parlé des anciens qui auront des besoins, qui vont créer des jobs, qui vont créer de la demande, mais on doit faire l'effort au moins aussi important pour que nos jeunes soient capables de satisfaire ces besoins par leur travail, par leur activité, et c'est pour ça que je fais ces deux propositions. Je reviens aux communes, Yvon Le Carini. Est-ce que je réagirais bien un peu sur ce qui a été dit aussi après. Mais notamment parce que si on se dit que les communes, pour les jeunes, mais peut-être aussi pour les milieux de la migration, de quand on a un bon quart de gens pour la migration chez nous, est-ce que c'est dans les communes que, toujours moyennant qu'elles ne se fassent pas siphonner leurs moyens par les collectivités publiques placées au-dessus d'elles, hiérarchiquement, mais est-ce que c'est pas juste pour les communes qu'on peut faire beaucoup de choses? Par rapport à la jeunesse. Par rapport à la jeunesse, par rapport à la migration, par rapport à tous ces milieux qu'il faut mobiliser pour que notre société demande. On verra. Moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse qu'il faut donner un message positif. Parce que je pense qu'on a dépassé un certain nombre de seuils aujourd'hui qui fait qu'on peut pas que d'être positif sur la capacité à juguler les différentes crises qu'on connaît, notamment la crise climatique, environnementale. Je pense que c'est un faux message. Moi, je me suis battu depuis que j'ai commencé la politique à vouloir parler de décroissance, alors que tout le monde me disait « mais non, il ne faut pas utiliser un terme négatif, il faut parler de transition, il faut parler de durabilité, etc. » Moi, au contraire, je crois que les choses, elles doivent être dites comme elles le sont. L'avenir, y compris de nos jeunes, c'est mal barré pour un certain nombre de choses. Les espèces animales, on est dans la 6e grande extinction. Enfin, il y a vraiment le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. On a probablement dépassé ça depuis longtemps. Toutes les politiques aujourd'hui qui sont prévues au niveau fédéral ou cantonal, elles ne prennent pas du tout en lien cette urgence. Donc pour en revenir à ça, je pense qu'il faut leur dire ça, puis après essayer de proposer quelque chose. On ne peut pas juste dire c'est foutu et puis vous faites rien. Puis ça, je pense que ça passe par une transformation vraiment radicale. Hein. Il faut vraiment aller à la racine des problèmes qui ont généré ça. Et puis, par exemple, si on prend l'exemple du travail, je pense qu'il faut vraiment faire la différenciation entre le travail qui est lié à l'acquisition d'un revenu et l'activité. Et puis, il faut arriver à déconnecter et à sortir à déconnecter ces valeurs-là.
Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens, c'est quand même incroyable de passer 8 heures par jour à faire un travail dont on a, pour beaucoup quand même, pas vraiment conscience de quel sens ça a, ou d'explication, pour acquérir un revenu, pour sortir de son quotidien. Pour moi, c'est vraiment la misère humaine de se dire qu'il faut systématiquement passer un tiers de sa vie éveillé, enfin pas éveillé, mais un tiers de sa vie à essayer de sortir de son quotidien. C'est horrible, en fait, le quotidien, ça devrait être notre bonheur permanent. Donc par rapport à ça, je pense qu'on peut effectivement déconnecter la notion de travail ou d'activité de la notion de revenu. Alors pas forcément avec l'idée du revenu de base, parce qu'on reste dans une forme monétaire, hein, finalement, de la vision du monde. Hein. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent pour consommer, et puis donc si les gens consomment, il faut produire, donc il faut des ressources, et puis les ressources, elles manquent. Donc en fait, finalement, bah oui, bah, il faut produire moins. Mais c'est une réorientation de ça, l'allocation. C'est une réorientation. Par contre, on peut effectivement avoir de l'espoir en se disant que se réorienter sur nos besoins fondamentaux. Alors moi, je n'ai pas la réponse de quels sont les besoins fondamentaux de tout le monde, mais je pense qu'il y en a il n'y en a pas un, mais un certain nombre où on peut se mettre d'accord assez rapidement sur l'accès à la nourriture, à l'eau potable, le fait d'avoir un logement, d'avoir le chauffage, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir la possibilité d'avoir des relations sociales, etc. Enfin, tout ça, je pense que ça met assez vite les gens d'accord. Et puis, bah ça, on peut imaginer qu'on ait des formes de droit de tirage, une forme de dotation, plutôt qu'un revenu inconditionnel, une dotation inconditionnelle. Mais de sortir ça de l'idée que ces besoins fondamentaux, on y répond avec de l'argent. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tout a été marchandisé. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de bien s'entendre avec son voisin au cas où on a besoin d'un peu de sucre ou de faire garder ses enfants. Parce qu'on peut payer des gens pour garder nos enfants quand on doit aller travailler et qu'on a envie de faire d'autres choses. On peut aller dans un magasin qui est ouvert jusqu'à des heures indues avec des gens qui doivent y travailler pour acheter 2 œufs pour faire des crêpes à minuit. Enfin, on a moins besoin des autres, en fait. Donc, je pense que le message d'espoir, c'est un peu ça pour les jeunes, c'est de dire il faut vraiment recréer ce lien social et puis sortir de cette idée de devoir travailler pour acquérir un revenu, puis après avec ce revenu, faire des choses qui sont épanouissantes. Hein? Moi je reconnais la valeur du travail ou de l'activité comme une source d'épanouissement, mais aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est une source de revenus pour après essayer de mener des activités qui, bien souvent malheureusement, sont néfastes pour le climat ou pour l'environnement, hein? C'est-à-dire s'échapper de son quotidien en partant à l'autre bout du monde, ou en achetant des produits dont on n'a même pas forcément besoin. Donc ça, c'est... Alors, on n'est pas tellement dans le cadre communal, mais je voulais quand même insister sur ce message, qui, je pense, peut être différent. On peut à la fois être... C'est le message global. Un peu tirer la... Si la commune peut faire quelque chose là-dedans. Tirer la sonnette d'alarme, et... Je peux dire un petit mot. Donc, d'abord, la lucidité sur la situation, c'est évident. Hein, mais moi, ce qui ne me va pas, c'est quand on dit on n'a plus que 5 ans pour s'en sortir. Ces discours-là, on les entend. Hein, dans 5 ans, c'est trop tard. Je pense que ça, c'est délétère. D'abord, qu'est-ce qu'on fera? Si dans 5 ans, on n'a rien fait, il y aura des gens qui auront 20 ans dans 5 ans. On leur dit quoi? C'est pas possible de dire ça. Donc ça, pour moi, ça ne va pas. Et je pense que c'est vraiment, ça crée des comportements aussi complètement déprimés, et on ne peut rien construire sur ça. Je veux dire, moi j'ai fait 30 ans de politique. Il y a des trucs que j'ai dans un mouvement qu'on a pu faire. La société d'aujourd'hui, quand même, elle est à bien des égards meilleure qu'il y a 30 ans. Bon, il ne faut quand même pas oublier de le dire. Je me souviens encore de mon grand-père qui me disait, le bon vieux temps, ceux qui parlent du bon vieux temps, ils ne l'ont pas connu. Parce que lui, il avait même de la peine à acheter, sa famille avait même la peine à acheter du pain. On avait encore avant-guerre en Suisse des gens qui avaient faim, des enfants qui avaient faim. C'est des réalités, et sans parler de la brutalité, de la violence, bon. Donc il y a quand même, la notion de progrès, elle est quand même encore à mon avis présente, et ça peut intégrer évidemment les réformes écologiques qu'on doit faire, qui ont d'ailleurs pour certaines en partie été faites. Évidemment c'est insuffisant, mais je suis confiant qu'on peut y arriver. Et ça c'est la première des choses. La deuxième, le rapport au travail. Moi j'ai fait pendant ma carrière de secrétaire régional, j'ai vécu une vingtaine de licenciements collectifs.
et des gens qui perdaient leur job. Et comme toi, on pouvait se dire, pour ce job, ils étaient quand même mal payés, c'était un job harassant, c'était des travaux difficiles. Je ne sais pas, celle qui travaillait chez Iril, par exemple, moi j'ai fait la fermeture de Iril, vous vous souvenez, c'est les bas, hein, ben, c'était pas des conditions de travail très... Mais disons, il faut quand même remarquer, c'est une souffrance. Parce que même si c'est 8 heures par jour de difficultés, le rapport au travail, c'est quelque chose de compliqué. Et les gens, bien sûr, ils passent beaucoup de temps à travailler sans toujours voir le sens. Mais c'est aussi des amis de travail, c'est du savoir-faire. On développe un savoir-faire qui a une valeur. Et c'est très difficile de dire maintenant tout ça. J'ai été à Cloton soutenir des gens qui sont à l'arrêt depuis 10 mois. C'est une violence. Et ce savoir-faire de l'économie aérienne, c'est quelque chose. Oui, alors, est-ce que c'est durable ou pas? On peut faire des transitions, on peut faire des transformations, mais on doit aller avec les gens. On ne peut pas dire aux gens, attendez, 3/4 de ce qui se fait ou de ce qui se produit aujourd'hui comme savoir-faire, comme intelligence. Il en faut de l'intelligence pour produire. On ne peut pas dire tout ça, ça vaut rien, ça n'a pas de sens. Moi, j'aurais beaucoup de peine à dire qu'il y a des jobs qui n'ont pas de sens. Je pense qu'il faut faire attention, surtout si à gauche, on veut entraîner les gens. On veut éviter que ce soit des Trump, parce que si on continue à faire ce discours-là, ben, y a des gens qui vont dire à ceux qui sont les perdants de ces mutations, ah, vous avez de la valeur. Et ce sera peut-être bien l'extrême droite. Donc il faut faire... C'est pour ça que je suis prudent dans ces transitions économiques doivent être pensées, ça doit être des choix, des planifications sociales, mais faisons attention de ne pas trop individualiser ça, puis de dire il y a des modes de vie qui ont du sens, d'autres qui n'en ont pas. Voilà, c'est ce que je voulais un peu relativiser. Alors la brutalité, c'est un élément absolument central. Pas seulement dans les pertes d'emploi, hein, aussi dans la transition écologique. Et souvent, un changement est intelligent, mais la manière dont il est fait, la vitesse à laquelle il est fait, l'accompagnement ou le défaut d'accompagnement qu'il caractérise, peut transformer une bonne idée en catastrophe. Ou inversement, une idée un peu douteuse peut devenir, avec une transition raisonnable, à peu près acceptable. Donc le temps en politique, c'est quelque chose de fondamental. Le temps et le processus, autant que le point de départ et le point d'arrivée. C'est au moins aussi important. Il est Thiagui. Pierre Maillard a insisté avec énormément de force, de conviction et de raison sur l'éducation. Une année, disons, un peu foutue, hein, comme celle que beaucoup d'élèves, au bout de laquelle ils arrivent, peut-être, enfin, c'est extrêmement grave de l'avoir laissé perdre. C'est un capital qui est spontané, et qui est d'une valeur pas monétarisée dans l'immédiat, mais qui sera une valeur aussi de dignité dans le futur. Mais paradoxalement, pour préparer un futur à cette jeunesse qui a droit à cette meilleure formation, une formation correspondant à ses goûts, à ses aspirations, etc., indépendamment de la nature du travail visé, il y a quelque chose qu'il faudrait pouvoir, d'une certaine manière, imposer, et qui, aujourd'hui, semble moins importante, autant aux yeux des enseignants qu'à ceux de leurs élèves, et de manière générale de la société. Et qui contiennent de très graves conséquences politiques, à mon sens. C'est l'histoire. Je veux dire, le mur de Berlin, ça... Ouais. C'est complètement oublié, mais parlons pas de la commune dont on célèbre le centenaire de ses jours. C'est des événements qui ont tellement marqué le développement de notre société, notamment le développement je dirais, de la philosophie sociale au quotidien, hein, celle qu'on doit pouvoir partager tous. Et ça, c'est fait heureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand ils auront 20 ans, ils ne seront pas plus disons, discernants qu'aujourd'hui. Mais je veux dire, actuellement, mais
même à gauche, dans des esprits, me semble-t-il, bien construits et travaillants, mais il y a une espèce de magma, de mélange des idées, etc., et des idéologies. Et la droite, l'extrême droite, qu'on croyait un peu, disons, un peu rangée, un peu écartée, elle arrive, elle s'infiltre d'une manière extrêmement préoccupante, dangereuse, j'allais dire illégale, non, elle est légale, hélas, mais qui amène une confusion dans les esprits, une espèce de gilet jaunisation de la tête. Hein, mais les gilets jaunes, c'est un bon exemple justement d'un processus de transition brutale, lui aussi, hein, une taxe écologique sur des gens qui ont juste même pas le choix de ne pas prendre leur bagnole pour aller travailler parce qu'il n'y a juste pas de solution de rechange. Ils doivent aller pour manger, ils doivent travailler pour aller travailler. Donc on donne une bagnole et on leur dit voilà, on va taxer votre bagnole. Et il n'y a pas de compensation, rien, il n'y a pas d'exception, rien. Ils sont au fin fond de la province française dont la desserte en transport public est pas misérable, elle est nulle dans certains endroits. Donc ça, c'est typiquement l'illustration des processus mal pensés. Alors, je vous propose de peut-être pas aller beaucoup plus loin parce qu'on a dit qu'on voulait justement rester dans un format pas trop brutal pour les gens qui nous regardent en ligne, à moins que vous ayez un point essentiel en conclusion. Peut-être sur l'éducation, je trouvais intéressant parce que Pierre-Yves tout à l'heure a dit c'est vrai que le confinement, bah, c'était l'école devant les écrans. Hein. Alors moi je dis pour mes deux enfants, mes deux filles qui ont 12 et 9 ans, elles étaient contentes parce que du coup elles avaient le droit de regarder des écrans. Ah ouais. Nous on a très bien vécu cette période, on a eu de la chance, du coup elles ont gagné en autonomie, parce qu'habituellement on les met pas tellement devant les écrans. Pour une courte période. Et puis voilà, pendant une courte période, mais ça les a fait gagner en autonomie. Ouais. C'était vraiment, moi je m'attendais pas du tout à cet effet-là. Au bout de 12 mois. Oui, non, alors après, c'est pas souhaitable à long terme. Mais hein, ce que je voulais relever comme contradiction, c'est que, alors oui, on fait le retour à l'école, parce que l'école, c'est pas devant un écran, c'est avec d'autres gens, c'est se sociabiliser, c'est rencontrer ses professeurs, mais d'un autre côté, la politique, alors notamment cantonale, je vais prendre l'exemple de ça, parce qu'à Vevey, je suis notamment en charge du service de l'éducation. Bah maintenant, ce qu'on doit faire pour la rentrée 2021, c'est installer des écrans de 2 mètres de diagonale dans toutes les classes, hein, en commençant de la première, de la 1P à la 11S sur 3 ans, donc c'est la marche forcée, pour que les élèves aient des tablettes pour pouvoir interagir avec ces écrans, etc. Donc finalement, ce qu'on voulait pas trop à la maison, on est en train de le mettre dans les écoles, puis probablement un peu quand même sous le prétexte de se dire que, bah voilà, il y a des enseignants avec qui j'ai discuté qui disent « Oui, mais c'est bien, parce que les enfants, ils ont déjà l'habitude des écrans, et puis on capte mieux leur attention. » Bah évidemment, c'est un aspirateur à attention, puis du coup, on est en train de reproduire ça dans le système éducatif, alors que je pense que justement, si on se dit qu'il faut changer les choses un peu, ben on devrait un peu plus développer un esprit critique aussi par rapport à ça. Alors, il y a l'éducation au numérique, hein, qui est un des projets de la conseillère d'État en charge, et ça je trouve très bien, hein, c'est de comment appréhender pour éviter justement de se perdre dedans, et puis ça c'est très bien, mais d'un autre côté, en même temps, on installe tout ce qu'on se dit finalement, c'est pas ce qu'on voulait, on est en train de l'installer dans les classes. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment un problème, et ça contribue pas du tout à développer un esprit critique. Et puis, enfin, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ces jeunes et au message qu'on leur donne, bah, finalement, on s'est quand même rendu compte qu'il y en a pas mal, si on pense à la grève du climat, qui, sur la base d'un message extrêmement négatif et une prise de conscience de l'urgence de la gravité, bah, qu'on décidé de descendre dans la rue, quoi, et de désobéir, etc. Et puis, moi, ça, je trouve que c'est un message d'espoir, enfin, un message de société d'espoir, parce que c'est de là que viendra le changement. Enfin, de la jeunesse aussi, mais de la rue principalement, et puis après qui permettra de transformer les institutions, la société et le monde plus en général. Donc je pense que c'est ça, et j'espère que dans les écoles, il y aura peut-être aussi des mouvements comme ça contre ces installations
cette numérisation de l'enseignement. J'espère que d'ici là, on verra d'un peu plus près les contrats d'approvisionnement de tout ce matériel. Ah oui, ça c'est bien la question. Ouais. Alors là, on est dans un chapitre économique où le client, l'usager d'une part, le producteur, le vendeur de l'autre, sont dans un rapport d'inégalité cruelle. Merci pour ce riche débat dont je retiens que véritablement il faut penser la transition, elle est complexe, elle nécessite beaucoup en termes de jeunesse, en termes d'éducation, sur d'autres plans aussi, mais je retiens peut-être cet aspect-là qui n'est pas pour rien celui qui nous réunit à la fin du débat. Je rappelle que pour penser la transition, il y a ces deux livres, le Manifeste 2020, c'est bien 2020, pas 2000, et Tumulte post-corona, les crises en sortir et bifurquer. Et puis, je donne rendez-vous à tous ceux qui nous suivent, merci, lundi 22 mars, 18 h pour le débat suivant. Merci, bonne soirée.